Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Puisque nous sommes en campagne présidentielle, je me suis dit que c'était l'occasion à rêver d'aller aux sources de notre démocratie, autrement dit, d'aller voir ce qu'était la démocratie athénienne et plus précisément aussi ce qu'étaient les démagogues, parce que des démagogues, il n'y en a pas seulement maintenant, et d'ailleurs on ne va pas les nommer. Philippe Lafargue, bonjour. Vous êtes agrégé d'histoire, vous publiez Fier d'être démagogue, ce que nous pouvons apprendre de la démocratie athénienne aux éditions Buchet-Chastel, un livre très riche qui permet effectivement d'éclaircir les idées qu'on peut avoir, qu'on peut se faire au sujet de cette démocratie athénienne. Et tout d'abord, peut-être revenir à l'origine de ce mot démagogue. Alors bonjour, démagogue, si on prend l'étymologie grecque, démos c'est le peuple et agein c'est l'idée de conduire, de mener. C'est un verbe qu'on a par exemple pour le bouvier qui mène les bœufs ou le charron. Voilà. Donc il y a l'idée de celui qui mène ou qui guide le peuple, mais le mot peuple comme en français, le mot démos, il a un double sens, c'est-à-dire c'est à la fois l'ensemble des citoyens, mais c'est aussi ce côté qu'on a en français quand on dit un tel fait peuple ou ça fait un peu peuple. L'idée que au sein de ces citoyens, c'est la part la plus modeste, les gens les plus modestes ou les plus pauvres, qui sont aussi souvent les plus nombreux parmi le corps civique. Et donc, le sens vraiment précis du terme, c'est vraiment le meneur du peuple, mais au sens de cette faction, de cette partie, de cette fraction du corps civique que sont les citoyens les plus modestes, mais ou les plus pauvres. Philippe Lafargue, s'agit-il d'ores et déjà d'un terme utilisé de manière péjorative? Oui, parce que dans les sources anciennes, chez la plupart des auteurs qui nous parlent des démagogues, il y a la volonté de dénoncer ces leaders populaires qui ont pour projet d'élargir la démocratie au plus grand nombre des citoyens, et notamment les plus modestes qui en avaient été exclus jusque-là. Et donc c'est d'abord, comme de nos jours, une injure ou une insulte. Et il faut bien voir que des auteurs comme Platon ou Aristote, par exemple, qui nous parlent beaucoup des démagogues, sont des auteurs aux opinions antidémocratiques. Et oui, alors c'est ce que vous rappelez effectivement dans votre livre Fier d'être démagogue. Les opinions de Platon ne sont pas aussi démocratiques qu'on aurait pu le croire. Que dit Platon à ce sujet, Philippe Lafargue? Platon, il n'a que, dans sa cité idéale, il rêve d'une cité gouvernée par une élite, qui est une élite pour lui avant tout cultivée, qui a fréquenté les meilleurs maîtres, les plus grands penseurs, l'idéal pour lui étant une cité gouvernée par les philosophes, qui ont conscience et connaissance de la vérité. Et donc, il n'a que mépris pour ceux qui sont moins éduqués, et notamment la partie populaire du corps civique. Et donc, pour lui, la démocratie athénienne, qu'il a sous ses yeux, celle qu'il vit à son époque, c'est le régime le plus détesté à ses yeux. Voilà. Alors ça veut dire que Platon serait aujourd'hui qualifié, je ne sais pas, d'être arrogant, d'être une élite surplombante? Oui, complètement antidémocrate. Voilà, il n'a pour lui la foule qui gouverne à l'Assemblée athénienne, par exemple, ne prend que des décisions irrationnelles, irraisonnées, contradictoires, changeantes du jour au jour. Voilà, et donc tout le contraire de ce qu'il faudrait pour lui, c'est-à-dire un guide éclairé. D'autant, il faut le rappeler, Philippe Lafargue, même si cela va sans dire, que la notion de peuple pour la démocratie athénienne est une notion qui est une notion que nous refuserions aujourd'hui, évidemment. Oui, c'est sûr qu'à nos yeux, la démocratie athénienne serait plutôt une oligarchie, puisque, en gros, Athènes, c'est une très grande cité, entre 350 et 400 000 habitants, mais à peine 10% du corps civique, 10% de ses habitants composent le corps civique. C'est-à-dire qu'il n'y a que 10% de citoyens.
1 habitant sur 10 seulement. Les femmes en sont exclues, les étrangers en sont exclus, les esclaves, bien évidemment, en sont exclus. Mais alors pourquoi le 5e siècle? Parce que le siècle qui est toujours présenté comme étant le siècle charnière dans l'histoire de l'humanité, c'est ce 5e siècle. Pourquoi le retenir? Que s'est-il passé à cette époque-là de si important pour le régime politique dans lequel nous vivons, mais aussi pour le monde dans son ensemble, Philippe Lafargue? Ce qui était intéressant, c'est de voir que Athènes devient une démocratie à l'aube du 5e siècle, mais le processus n'est pas achevé. En fait, et ce processus, il va prendre du temps, il va être jalonné de nombreuses réformes institutionnelles, et tout au long du 5e siècle, il va y avoir une tension, un combat entre les partisans de l'approfondissement démocratique, justement nos fameux démagogues, qui portent cette idée, et puis ceux qui sont les partisans du maintien, on va dire, à la tête de la cité des élites traditionnelles, les grandes familles. Parce que Athènes a été pendant plusieurs siècles une aristocratie. Et donc ces grandes familles aristocratiques qui accaparaient en quelque sorte le pouvoir, voient d'un très mauvais œil que les citoyens les plus modestes accèdent aussi aux institutions démocratiques. Donc il y a un combat, et c'est ce que je dis un petit peu dans le livre, les démagogues sont le bras armé de la démocratie. Justement, on va entendre un démagogue qui a pratiquement donné son nom d'ailleurs à l'une des variantes de la démagogie. Je parle bien sûr de Pierre Poujade avec le poujadisme. On l'écoute, c'était dans un discours au Vélodrome d'hiver en juillet 1954. Je disais, une éducation civique s'est faite dans la couche sociale que j'ai l'honneur de représenter. Et enfin, c'est le grand espoir de la France, ces gens, ces commerçants et ces artisans, ayant la réputation d'être des affreux grippe-sous, des gars qui ne pensaient pas plus loin que leur tiroir-caisse, sont sortis de leur boutique pour défendre précisément ce tiroir-caisse, et une fois qu'ils ont été dans la rue, ils se sont aperçus que le tiroir-caisse, ce n'était qu'une partie du problème, et une toute petite partie du problème, que c'était l'entreprise tout entière qui était menacée, et que c'était même derrière l'entreprise, que c'était la famille tout entière qui était menacée, le patrimoine depuis A jusqu'à Z. Et ces boutiquiers, et c'est là, je le répète, le grand honneur du mouvement, ces boutiquiers, dans leur majorité, ont fait l'évolution qui permet aujourd'hui de pouvoir prendre les problèmes en face. La voix de Pierre Poujade. Qu'en pense l'agrégé d'histoire que vous êtes, Philippe Lafargue? Alors, c'est intéressant d'écouter cette archive. Moi, je dirais peut-être Poujade est davantage populiste que démagogue. Alors, la frontière est fluide entre les deux, mais je pense que chez Poujade, il y avait une sincérité, c'est-à-dire que sa critique des élites, peut-être du monde de la grande finance, était portée par une sincérité. Alors que le démagogue moderne, enfin, ce qu'on entend, c'est vraiment quelqu'un qui va... son désir, son appétence de pouvoir le conduit à dire tout et n'importe quoi, à flatter éventuellement le peuple, à attiser parfois de mauvais instincts, la peur, la colère, le ressentiment. Je pense que chez Poujade, voilà, il y avait peut-être une volonté davantage populiste qu'un procédé démagogique. Mais l'idée finalement qu'il y a une forme de vérité dans le bon sens du peuple, ou dans le bon sens, là en l'occurrence pour Poujade, des boutiquiers, cette idée est-elle présente dans la Grèce antique? Est-ce que d'ores et déjà on considère qu'il y a donc une question de gouvernance dans la démocratie, et puis aussi une question de vérité qui est liée à la voix majoritaire? Alors oui, c'est pour ça qu'on pourrait peut-être dire que Poujade a quelque chose des démagogues anciens. Après, vraiment, la démocratie ancienne et la démocratie moderne sont assez différentes, fondamentalement. Dans la démocratie ancienne, l'idée de pouvoir exécutif, c'est quelque chose d'assez difficile, c'est-à-dire que la plupart de ceux qu'on appelle les hommes politiques à Athènes exercent une magistrature. Et beaucoup de ces magistratures ne sont pas électives, elles sont tirées au sort.
De la même façon, on n'est magistrat souvent que pour une seule année. On ne peut pas l'être 2 années de suite. Quand on exerce des fonctions à la boulée, le conseil athénien, il y a 500 bouleutes, on ne peut l'être que 2 fois dans sa vie. Donc la réalité de la conquête du pouvoir, c'est quelque chose dans l'Antiquité, ou en tout cas à Athènes, qui est beaucoup plus dilué, morcelé que de nos jours. Aujourd'hui, en effet, on peut faire carrière politique et employer des procédés démagogiques pour parvenir au pouvoir, quitte à tout promettre et son contraire. Dans l'Antiquité, je pense que cette notion de conquête de pouvoir est moins forte dans la mesure où le pouvoir en soi n'existe pas, ou existe moins en tout cas que de nos jours. Alors, tout promettre et son contraire, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, le démagogue est perçu comme étant quelqu'un d'irrationnel. C'est aussi quelqu'un qui va invoquer des entités qui ne sont pas forcément existantes. On considère par exemple qu'il agite des chimères alors qu'il y a une réalité, il tourne le dos à la réalité. C'était déjà le cas dans la Grèce antique. Est-ce qu'il y avait un lien dans l'esprit de certains entre la démocratie et la rationalité à ce sujet, Philippe Lafargue? Alors c'est ce que nous dit Platon, d'une certaine façon. Donc encore une fois, l'accusation d'être un démagogue prend, vous l'avez dit au début de l'émission, prend un sens péjoratif dès le début. Donc bien évidemment, dans la bouche de Platon ou d'Aristote, le démagogue agit de manière démagogique. C'est-à-dire que pour séduire, pour infléchir les décisions à l'Assemblée, eh bien, il va, entre guillemets, on dirait aujourd'hui, surfer sur l'opinion, flatter les uns et les autres. Voilà. Est-ce que c'est la réalité des faits ? C'est difficile parce que à ce jeu-là, Athènes ne se serait jamais gouvernée, entre guillemets, n'aurait jamais pris des décisions importantes. Les Athéniens ont voté à plusieurs reprises la guerre, une guerre qui les engageait eux-mêmes, puisque ça aussi c'est une différence, peut-être avec de nos jours. De nos jours, quand on vote pour un député, on vote certes, ou pour un président, on vote pour un programme, mais qui est un programme à plus ou moins long terme. Dans l'Antiquité, lorsque les citoyens se réunissent en assemblée, sur la colline de l'Apnyx, prennent une décision, la guerre contre Sparte, c'est demain on part, nous. Voilà, ce que ne font pas forcément nos députés, ce à quoi ne pensent pas forcément nos citoyens lorsqu'ils votent pour un programme. Là, il y a un rapport immédiat à la décision. L'autre question qui est posée par la démocratie, c'est la question du vote, qui est donc la désignation qui nous semble naturelle pour nos représentants, mais qui est concurrencée dès l'origine par le tirage au sort. Et c'est évidemment intéressant, puisque le tirage au sort, il revient en grâce. Alors oui, la plupart des fonctions de magistrats à Athènes, c'est-à-dire ceux qui exercent une autorité dans un domaine particulier. Il y a près de 700 magistrats à Athènes qui exercent des fonctions dans la police, et à l'époque, la ville ou la cité-État représentait à peu près quelle population? Alors, à peu près au 5e siècle, les chiffres oscillent. On a la démographie antique, c'est toujours compliqué, mais on estime qu'entre 40 et 60 000 citoyens, et peut-être entre 300 et 400 000 habitants au total. Voilà. Donc 700 magistrats, ce serait en quelque sorte 700 ministres, si vous voulez, qui ont un domaine particulier. Par exemple, il y a des magistrats religieux. Les prêtres, les prêtrises, sont une magistrature pour un an. Donc sur ces 700 magistrats, la grande majorité sont tirés au sort. Les membres du conseil, la boulée, sont tirés au sort. Les 6000 citoyens qui siègent dans les tribunaux athéniens sont tirés au sort. Mais alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les individus sont interchangeables, et que n'importe qui, finalement, peut gouverner et donc mener le peuple dans la voie de la bonne gouvernance, du bon gouvernement? Je pense que c'était le projet démocratique athénien, l'idée que l'alternance au pouvoir est une réalité. La rotation des charges est une réalité. Et c'est Paulin Ismar qui l'a montré dans un autre livre, l'usage notamment des esclaves publics
qui eux avaient une compétence souvent technocratique, bureaucratique, et qui aidaient entre guillemets les magistrats dans leurs fonctions. Eux possédaient un savoir-faire, un savoir technique qui permettait à n'importe quel citoyen, finalement, qui n'avait pas ce bagage technocratique, d'exercer la charge, puisqu'il était secondé par cet esclave public, qui, lui, en revanche, n'avait pas la main sur les décisions. Si on prend maintenant le fil de l'histoire du mot démagogue, il arrive, dites-vous, au XIVe siècle dans le langage courant. C'est à ce moment-là que ce mot va faire son irruption après donc l'épisode de la Grèce antique. Quelle est l'histoire de ce mot tel qu'on va le retrouver, par exemple, chez Bossuet ou ensuite chez Pierre Bel, Philippe Lafargue? Chez tous les auteurs classiques de l'époque moderne, la démocratie, c'est la démagogie. C'est-à-dire qu'en fait, il faut bien voir que la plupart des penseurs de l'âge classique ont été nourris à la lecture, depuis la Renaissance, de Platon, d'Aristote, de Plutarque surtout, qui est vraiment le modèle d'éducation dans les collèges d'Ancien Régime. Et donc des auteurs, encore une fois, qui n'ont que peu d'appétence pour la démocratie. Et donc ils vont reprendre cette idée que l'on retrouve chez les auteurs anciens, que le régime démocratique, c'est le régime de la foule, c'est le régime du n'importe quoi, c'est l'irrationalité, l'inconstance, et donc c'est la démagogie. Voilà. Et c'est quelque chose qui va durer, y compris jusqu'au siècle des Lumières, et même lors de la Révolution française. Pourquoi est-ce qu'est choisi un régime de représentation et non pas une démocratie directe? Parce qu'on veut absolument éviter le retour de la démagogie ancienne. Ce qui signifie que la dégradation du peuple en plèbe, ce thème qui est présent dès le 5e siècle, Philippe Lafargue, il survit, alors pas chez tout le monde, chez Montesquieu par exemple, il n'est plus présent, mais par le biais d'une construction d'un pouvoir qui s'oppose au pouvoir et qui empêche donc sa corruption. Oui, tout à fait. Je pense que vous avez raison. Mais alors, dans cette perspective-là, est-ce que l'ambivalence par rapport à la démocratie, elle va progressivement s'atténuer malgré tout si on dépasse le siècle des Lumières? Comment évolue-t-elle? Quelles sont les étapes qui aboutissent à aujourd'hui où ce régime finalement nous paraît être un régime relevant presque du droit naturel, Philippe Lafargue? Le passage, c'est le 19e siècle, c'est-à-dire la démocratie libérale au 19e siècle, où le régime démocratique va se confondre avec le régime républicain à partir de 1870, et où on accepte l'idée que le pouvoir du peuple, la démocratie c'est le pouvoir du peuple, pour le peuple, par le peuple, pour prendre la formule de Lincoln, s'impose. Mais avec quand même je pense toujours une défiance, et qu'on a toujours un petit peu aujourd'hui, vis-à-vis de la démocratie directe. L'idée que les simples citoyens pourraient investir des institutions. Vous avez parlé tout à l'heure du recours en grâce, du tirage au sort. Il y a des gens qui appellent à éventuellement dans certains pays qui n'ont qu'une chambre élue, une seconde chambre qui serait tirée au sort. Pourquoi pas en France une troisième chambre, ou remplacer le Sénat par... L'avantage du tirage au sort, c'est la réelle rotation dans le pouvoir, c'est le fait que peut-être différentes catégories de gens qui ne sont jamais élus seraient représentées. Voilà. Eh bien, on va poursuivre cette lecture de la démocratie à partir de ces sources athéniennes. Fier d'être démagogue, c'est votre livre publié aux éditions Buchet-Chastel, Philippe Lafargue. Et on va poursuivre également dans la mythologie grecque. Vous serez rejoint dans une vingtaine de minutes par Laure de Chantal. Elle publie Libre comme une déesse grecque. C'est aux éditions Stock, 8h sur France Culture. 7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. C'est le choix de remonter aux origines avec Philippe Lafargue, agrégé d'histoire, qui publie Fier d'être démagogue, ce que nous pouvons apprendre de la démocratie athénienne aux éditions Buchet-Chastel. On a fait donc la généalogie d'un mot, un mot qui a eu une certaine fortune, même s'il désigne de manière péjorative un type
de politique, un type de rapport au peuple, mais il y a aussi dans la démocratie beaucoup de mythes et beaucoup de mythes grecs. C'est la raison pour laquelle je vous ai convié à cette émission. Laure de Chantal, bonjour. Bonjour. Vous êtes en ligne avec nous et vous publiez Libre comme une déesse grecque aux éditions Stock. Et il faut tout d'abord nous dire pourquoi les mythes irriguent à ce point, les mythes grecs irriguent à ce point notre vision de la chose démocratique. Vous vous êtes intéressé aux déesses grecques, mais tout d'abord, Athéna, c'est une femme, Laure de Chantal. Oui, c'est la déesse qui est la déesse tutélaire de la ville d'Athènes, donc Athènes, le berceau de la démocratie. Et si Athéna a été choisie comme déesse tutélaire, c'est parce que justement c'est la seule fois, ce que dit le mythe, parce qu'il faut bien différencier mythe et histoire, c'est la seule fois où les femmes ont eu le droit de voter. Donc c'est un mythe qui est peu connu, même pour les gens qui sont très intéressés par la mythologie. Et c'est vrai que quand on parle de figures féminines, on a toujours un peu tendance à avoir une lecture qui est de rabaisser leur rôle dans la mythologie, et notamment dans les mythes qui sont politiques. Et donc l'objet de ce livre, c'est justement un peu de proposer une autre lecture ou de remettre les cursus là où il faudrait pour montrer le rôle fondamental des femmes, enfin des figures féminines dans la mythologie, notamment en politique. Et alors, Athéna, pourquoi a-t-elle le droit de voter? Que se passe-t-il à ce moment-là? Laure de Chantal, expliquez-nous. Elle n'est pas choisie uniquement parce que c'est une figure féminine. Elle est choisie parce que elle propose, elle fait des dons. Chaque dieu, si vous voulez, pour être choisi comme déesse tutélaire ou dieu tutélaire de la cité, fait une proposition. Donc, il sort ce qu'il peut donner. Donc, pour la cité d'Athènes, et les deux peuvent aisément se comprendre vu la situation d'Athènes, il s'agit du point de vue de Poséidon, qui est l'autre candidat, on va dire, dans la course politique à l'élection de dieu tutélaire d'Athènes. Lui, il propose la maîtrise de la mer et le cheval. Athéna, elle, propose l'intelligence et l'huile d'olive et l'olivier. Et donc, c'est elle qui est choisie parce que cette fois-là, les femmes ont le droit de voter et c'est elles qui font penser la balance au suffrage démocratique. C'est elles qui fait passer la balance du côté sont les femmes, qui font peser la balance du côté d'Athéna. Et avec le don de l'olive, il y a évidemment l'aspect nourricier, mais il faut le voir de manière, et ça c'est la force du mythe qui nous permet avec des réalités très concrètes de penser des choses plus abstraites. C'est la culture de l'olive, c'est le fait de se mettre en commun et de s'organiser dans la production d'un but commun qui après va pouvoir s'exporter. Donc c'est une forme de métaphore de la démocratie. Une réaction, Philippe Lafargue. Oui, je pense que dans le mythe athénien, le don de la culture de l'olivier donné par Athéna aux Athéniens est très important, et donc je souscris tout à fait à ce qui est dit. Après, la figure d'Athéna est une figure qui peut aussi être paradoxale et qui illustre aussi le statut des femmes à Athènes. Athéna, c'est une déesse, certes, mais c'est une déesse vierge, c'est-à-dire qui va refuser d'aller vers ce qui est le statut normal des jeunes filles à Athènes, c'est-à-dire devenir épouse et enfanter. Et à ce titre, il y a un autre mythe qui est le mythe d'Érictonios, qui est considéré comme l'ancêtre primordial des Athéniens. Cet enfant, il est né... alors c'est une histoire un peu rocambolesque parce qu'Athéna est poursuivie par le désir irrépressible du dieu Héphaïstos, et qui, dans son élan, le dieu éjacule sur la cuisse de la déesse, qui, dégoûtée, essuie la semence du dieu avec un morceau de laine. Cette laine et la semence du dieu tombent sur la terre, mais terre, c'est aussi une déesse, Gaïa, et de ce mélange entre Héphaïstos, Athéna et Gaïa va naître ce premier Athénien, né du sol même, autochtonos, nous disent les textes, c'est-à-dire né du sol même de l'Attique, et ce qui est assez... Et Athéna va recueillir cet enfant et l'élever. Et en le recueillant, notamment en l'élevant du sol, elle fait un geste que faisaient les pères athéniens à Athènes au moment de la naissance d'un enfant. Et finalement, elle va, c'était Nicole Laureau, la grande helléniste, qui le dit, elle va assumer
plus un rôle de père que de mère. Donc c'est encore une fois cette ambiguïté d'Athéna qui est certes une déesse, mais pas tout à fait une femme, et qui même dans le mythe des origines athéniennes, le mythe d'autochtonie, qui est un mythe qui est réaffirmé au 5e siècle avec force, justement au moment où la démocratie se met en place, avec cette exclusion des femmes, c'est une déesse qui a des côtés masculins, entre guillemets. Voilà. Laure de Chantal, vous voulez réagir sur Athéna ? Oui, parce que là est mis en avant, c'est très important de pouvoir retourner au texte et à la langue. Parthénos, la Vierge, c'est ce que vous trouverez dans les dictionnaires, c'est la traduction classique, sachant que les traductions dans les dictionnaires en grec, comme il s'agit d'une langue ancienne, elle naît de la fréquentation des textes et de ce que les hellénistes, en voyant les textes et en les absorbant, si vous voulez, propose comme traduction. Bon, si on regarde dans le gros dictionnaire que tous les hellénistes connaissent, un monument qui s'appelle le Bailly, dans la rentrée Parthénos, vous voyez, et tout le monde apprend, tous les gens qui font du grec apprennent Parthénos, la Vierge. Donc vous voyez juste dans le même paragraphe, Parthénion, enfant de Vierge. Et alors... alors peut-être que c'est seuls les adolescents à l'esprit mal tourné ou ambivalent se disent quand même, mais c'est tout de même un petit peu bizarre, enfant de vierge, surtout dans le cadre du polythéisme et tout. Je crois qu'il y a un autre exemple dans une religion. Et voilà, exactement. Bon, c'est ça après. Ça, c'est une autre histoire qui est fascinante. Et voilà. Et donc, Parthénios, l'enfant de la Vierge et tout. Et si on regarde l'emploi du mot Parthénos, on le traduit par vierge, et c'est une vieille traduction qui date de l'époque des personnes qui ont fait les dictionnaires, et donc pour eux, une femme non mariée était une vierge, c'est comme ça que ça se traduisait. Mais en fait, non, la vierge, la Parthénos, c'est celle qui, si vous voulez, n'a pas au programme de se marier tout de suite. D'accord, donc il y a peut-être une projection liée à l'esprit du temps. L'esprit du temps où a été fabriqué le dictionnaire. Il faudrait le traduire plutôt de nos jours par célibataire, finalement. Laure de Chantal, au-delà donc de ces exemples, pourquoi les mythes grecs occupent-ils une si grande place dans notre imaginaire et dans notre imaginaire politique ? C'est cela aussi qui frappe lorsqu'on voit tous les mythes que vous évoquez dans ce livre « Libre comme une déesse grecque », par exemple Antigone, peut-être rappeler qui était-elle et pourquoi le mythe d'Antigone est un mythe important. Malraux l'invoquait lorsqu'il parlait par exemple de la résistance, mais je crois que tout peuple qui dit non au despote se réfère à Antigone. Alors, les mythes, pour rejoindre la première partie de votre question, déjà préexistaient au moment où ils ont été écrits dans l'Antiquité, et sont des vecteurs de communication extrêmement puissants. C'est pour ça qu'ils ont traversé les siècles, parce qu'ils ont une faculté d'être issus de la nuit des temps, et donc en même temps complètement passés, mais toujours actuels. C'est-à-dire qu'ils se remodélisent en fonction de l'époque dans laquelle ils sont employés. Pour l'histoire d'Antigone, qui est une des plus belles histoires qui soit, et qui surtout, je mets en avant, ça montre sur scène et ça montre l'acte politique de quelqu'un de très jeune. Et quand on est là à dire, les plus jeunes ne veulent pas aller voter, il n'y a pas d'engouement politique et tout, de l'importance de leur faire lire Antigone et de bien leur expliquer que c'est peut-être une personne qui est comme eux au tout début de l'adolescence. Voilà, c'est une jeune fille de 11 ans. Ah oui. Donc voilà, oui, là encore, c'est le retour au texte grec et à la langue qui permet de voir ça. Et c'est ce que j'essaye de faire dans ce livre, parce que il y a peu de gens maintenant qui sont hellénistes et qui peuvent faire ce retour-là, donc il faut le transmettre au plus grand nombre. Donc Antigone est la dernière d'une famille maudite, la famille des Labdacides, c'est-à-dire la famille d'Édipe. Et donc quand elle arrive dans l'histoire de la mythologie, ils sont déjà tous entretués. Et c'est la guerre entre ses deux frères, Éthéocle et Polynice. Normalement, ils devaient régner tour à tour, voilà, une alternance du pouvoir, mais naturellement, dès qu'il s'agit de céder le pouvoir à son frère, ça frotte. Et donc, Éthéocle est au pouvoir, il est le roi institutionnel de la cité, de Thèbes, et son frère se révolte et veut prendre le pouvoir.
Donc il veut prendre son pouvoir à ses yeux parce que sa logique est tout à fait cohérente. Donc il va voir les chefs des cités alentours et il forme une armée immense qui vient prendre en tenaille et qui arrive vers la ville de Thèbes. Un massacre sans nom qui se termine par la mort des deux frères, l'un tuant l'autre. Et donc la personne qui prend le pouvoir à ce moment-là, qui est Créon, fait respecter la loi. En latin, il y en a l'expression qui revient en français, dura lex, sed lex. Donc la loi est dure, mais c'est la loi. Et donc il fait appliquer la loi, et donc il enterre en grande pompe celui qui était roi au moment de la guerre, et il laisse pourrir au soleil, manger par les oiseaux et la nuit par les chiens, Polynice. Antigone, elle, voit ses deux frères qui sont morts, un qui a eu des funérailles, et donc l'important c'est qu'il peut, dans les enfers, aller là où il doit aller en fonction de sa vie, et pas rester à la porte comme un gueux à errer pour l'éternité. Et son autre frère qui, lui, ne peut pas connaître ça, et la malédiction, en quelque sorte, se poursuivrait, mais dans l'au-delà. Et donc, ce qu'elle fait, c'est que, alors qu'il est interdit d'aller donner les honneurs funèbres à Polynice, elle va le recouvrir et lui donner, faire ce qu'il faut faire pour qu'il puisse rentrer dans le monde des morts. Et donc, Créon se retrouve face à cette toute petite fille qui lui explique cette petite jeune fille qui lui explique que on ne peut pas faire une bonne politique en écoutant que la loi, la loi qui a été dictée. Il faut aussi respecter la loi des dieux. Et oui, et c'est effectivement de cette manière-là dont Antigone apparaît. Philippe Lafargue, la question de la loi, puisque celle-ci est centrale en démocratie, à l'époque, dans la démocratie athénienne, comment les Athéniens forgeaient-ils la loi? Est-ce qu'il y avait des mécanismes législatifs? Est-ce qu'il y avait un pouvoir législatif? Alors oui, c'est intéressant pour revenir sur Antigone, juste le problème qui a bien été souligné, se pose la tension entre la loi des dieux, la tradition si vous voulez, et puis les usages familiaux, entre guillemets. Et ce qui est intéressant, c'est que la pièce pose la question, qu'est-ce qui prime en fait, les lois ancestrales établies ou une décision qui peut être prise dans l'urgence pour le bien commun ou pour le bien d'un tel. Et c'est la même question qu'on retrouve en politique, quelque part. C'est-à-dire que Athènes, c'est Aristote qui le dit très bien, il y a une tension entre les lois établies depuis les temps immémoriaux et les décisions qui ont force de loi prises par l'Assemblée, ce qu'il appelle les décrets. Le décret, pséphisma en grec. Et pour lui, il y a une opposition. Les lois qui sont anciennes, qui sont donc vénérables, qui figent les choses en quelque sorte, et puis cette assemblée qui va prendre parfois des décisions virevoltantes, et donc il y a une tension. Qu'est-ce qui prime? Et au 5e siècle, on a l'impression que c'est les décrets qui l'emportent, c'est-à-dire c'est les décisions prises par l'assemblée du peuple, qui est souverain et qui peut même, s'il le faut, s'écarter des usages. Par exemple, on parlait tout à l'heure des magistrats. À Athènes, les magistrats probablement les plus importants, c'était les stratèges, ceux qui commandaient les armées, qui étaient des magistratures où on était élu, parce qu'il y avait quand même une techné au sens grec, c'est-à-dire une compétence nécessaire. Mais normalement, il y avait 10 magistrats, ils siégeaient en collège. Un par tribu clisténienne, comme on disait, qui était le découpage en gros administratif et civique d'Athènes. Mais s'il le fallait, l'Assemblée pouvait très bien nommer des stratèges supplétifs. Donc elle avait toute autorité, toute souveraineté pour s'affranchir parfois du cadre légal, entre guillemets, preuve que vraiment les décisions du peuple prévalaient.
Voilà. On poursuit donc dans la manière dont ces mythes grecs nous façonnent. Lors de Chantal, dans Libre comme une déesse grecque, il y a une place importante apportée à Métis. Et là aussi, nous avons besoin de vos lumières pour nous expliquer de quoi Métis est le nom. Oui, alors déjà, je souhaiterais qu'on soit beaucoup plus à avoir la possibilité d'accéder à la langue grecque, qui est vraiment merveilleuse et qui illumine tout. Pour dire de métis, donc on le traduit traditionnellement par ruse ou prudence. Mais là encore, si on rentre dans la langue et dans le mot, c'est une notion beaucoup plus dense et surtout très positive. Ce qu'on n'a pas dans ruse, qui donne l'impression qu'on est un peu roublard, pour nous c'est le renard qui est rusé, et dans la prudence, qui là au contraire montre quelqu'un qui serait un peu craintif et peureux. Donc Métis est une déesse très ancienne, qui est même avant l'ordre olympien, donc avant Jupiter, dont elle deviendra l'épouse. Je raconterai un tout petit peu après dans le mythe. La signification du terme, c'est une intelligence pratique, c'est-à-dire que c'est la faculté de faire la synthèse de tout ce qu'il y a autour de vous pour arriver à prendre la décision et le faire avec un tout petit peu d'avance. Donc la métisse est à la limite de voir le futur, si vous voulez. Et cette capacité donc de synthétique, décisionnelle et avec un caractère un peu visionnaire, c'est vraiment les trois qualités qui font le meilleur des gouvernants. Et donc, c'est pour cela, et pour un autre mythe, je ne sais pas, je ne pense pas que j'aurai le temps de le raconter, mais vous me direz, c'est ces trois qualités qui font que Jupiter avale Métis, en fait son épouse et l'avale pour s'incorporer ces trois qualités, au terme desquelles il deviendra justement celui qui va régner et qui va régner dans un ordre qui sera pas menacé, à la différence des ordres précédents, et notamment l'ordre de Chronos. Ce qui veut dire que là aussi, parce que, alors métis, donc la ruse, pourquoi d'ailleurs le métissage? Est-ce que le mot a la même origine lors de Chantal? Ah non, je ne pense pas du tout. Métis, ça n'a pas... En fait, c'est la racine qui signifie la réflexion. Donc vous pouvez le retrouver dans une autre héroïne qui est très importante dans l'Antiquité, qui est Médée, c'est le fait de penser. Et la métisse, c'est une certaine façon de penser, je vous dis une intelligence très pratique à destination d'un but et d'une décision. Vous la retrouvez, c'est une qualité qui est très forte chez Athéna, justement parce qu'elle est la fille de Métis. Et c'est la qualité que vous retrouvez aussi chez Ulysse, le héros. Et donc, quand il dit au Cyclope Polyphème qu'il est outis, c'est-à-dire personne, c'est un jeu, en fait, sur sa propre qualité intellectuelle qui est la métisse. Et alors, toujours dans les mythes que l'on découvre ou que l'on redécouvre dans votre livre lors de Chantal Libre comme une déesse grecque, il y a le mot sibyllin. On l'emploie pour critiquer des hommes politiques. Je l'ai entendu récemment invoqué contre un homme politique. Qui sont les sibylles et pourquoi sont-elles à ce point incompréhensibles, en tout cas dans le langage courant? Alors, les sibylles étaient très importants plutôt dans la culture romaine. Dans mon livre, je parle beaucoup de grec, mais il y a quelques exceptions pour Flora et pour les sibylles. Donc, les sibylles ont le pouvoir de savoir l'avenir. Elles sont, si vous voulez, l'avenir de l'homme. Elles le savent. Et donc, non seulement elles le savent, mais elles l'écrivent sur des livres qui s'appellent les livres sibyllins, qui ont été, donc suivant le mythe, vendus au roi romain Tarquin le Superbe, qui les avait achetés à prix d'or. Et donc la petite histoire dirait qu'en fait ils étaient faux. Et donc dans ces livres, il y a tous les destins qui seraient écrits, et tous les destins historiques. Et donc ils ont une importance telle que on ne peut pas les approcher, seuls les sénateurs peuvent les lire. Et les sibylles, la plus célèbre étant la sibylle de Cume, qui dirige Énée aux enfers, les sibylles savent tout, elles sont très savantes, mais elles ont le sens de l'humour. Et c'est toujours l'ironie qui est quelque chose de formidable dans la culture antique, c'est-à-dire que même les plus puissants
sont toujours un peu remis à leur juste valeur. Et il y a toujours une note d'humour. Et donc des fois, elle propose des solutions aux questions qui sont extrêmement complexes, donc sibyllines, vous voyez, qu'on ne peut pas comprendre. C'est ce qui, effectivement, a donné le mot. Philippe Lafargue, lorsque l'on voit la manière dont aujourd'hui le débat politique se pose avec les populistes, avec les démagogues, on retrouve finalement les catégories que vous évoquiez centralement dans Fier d'être démagogue aux éditions Buchet-Chastel. Cela signifie que ces débats, pour vous, ils n'ont pas de caractère de véritable nouveauté. Non, je pense qu'il y a des choses qui sont constantes dans notre histoire. Et nous avons de toute façon été irrigués depuis la Renaissance par la culture gréco-latine. Donc il est normal que l'on retrouve beaucoup de... voilà, les mythes nous parlent, comme ça vient d'être dit, et beaucoup de choses dans le domaine de la politique, mais aussi de la philosophie, des sciences, nous sont communes. Mais la pensée de la démocratie, les thèmes, les débats que vous évoquez dans votre livre sont des débats parfaitement actuels. La plèbe, est-ce qu'on lui accorde trop de place? Est-ce qu'il faut au contraire la prendre au sérieux? Est-ce qu'on est arrogant lorsque l'on n'en tient pas compte? Oui, je pense qu'aujourd'hui se pose le problème qui a été soulevé, notamment par des mouvements comme Nuit debout, les Gilets jaunes, c'est l'idée, est-ce que le peuple ne serait pas assez bien représenté par des élites qui en seraient déconnectées et que certains appellent à un investissement plus grand des institutions par les simples citoyens. Donc c'était des questions qui se posaient déjà dans l'Athènes du 5e siècle. Et on découvre aussi dans ces déesses que vous évoquez lors de Chantal dans Libre comme une déesse grecque aux éditions Stock, la manière dont les mythes perdurent aujourd'hui, n'est-ce pas? Bien, les mythes ont ce pouvoir, donc je dis, d'être toujours actuels et d'être réappropriés par chaque époque, pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire que nous, on va recevoir ces mythes, si on ne fait pas ce retour au texte, si on ne repasse pas par le grec et par l'histoire, on va recevoir ces mythes avec toutes les lectures, et notamment beaucoup de lectures qui ont été faites soit au XVIIe, soit au XIXe siècle, et ne pas, nous, se les approprier comme on devrait. C'est-à-dire que si on n'a pas la possibilité de les lire tels qu'ils sont vraiment, on va rester sur ces images un peu désuètes. Et là, sur le propos du livre qui est la cause féminine, c'est catastrophique parce que finalement, on vit avec l'image d'Antigone ou d'Iphigénie qui ne sont pas celles qu'il y avait dans l'Antiquité, et c'est ce que qui sont celles d'autres époques. Et du coup, nous, on ne peut pas la faire nôtre. Et c'est ce que vous restituez lors de Chantal Libre comme une déesse grecque aux éditions Stock. Philippe Lafargue, fier d'être démagogue, ce que nous pouvons apprendre de la démocratie athénienne aux éditions Buchet-Chastel. Je vous propose